Il y a quelque chose que la majorité des hommes ratent constamment. Pas parce qu'ils ne sont pas attentifs. Pas parce qu'ils ne s'intéressent pas aux femmes. Mais parce que personne ne leur a jamais appris à lire ce que la recherche en psychologie comportementale documente de façon très précise. Le corps humain communique constamment. Bien avant que les mots arrivent. Bien avant que quoi que ce soit dit explicitement. Et dans le contexte de l'attraction et du désir de connexion, cette communication non verbale est infiniment plus riche et plus fiable que tout ce qui pourrait être dit directement. Voici ce qui est fondamental à comprendre avant d'entrer dans les 5 signaux. Une femme qui ressent de l'attraction ou qui désire de la connexion ne le dira presque jamais directement. Pas parce qu'elle joue des jeux. Pas parce qu'elle cherche à compliquer les choses. Mais parce que l'expression du désir féminin passe naturellement par des canaux non verbaux, et que ces canaux sont souvent involontaires, c'est-à-dire que même elle ne réalise pas toujours qu'elle les envoie. Ce que ça signifie pour vous est direct. Si vous attendez une déclaration explicite, vous allez rater la grande majorité des signaux. Mais si vous apprenez à lire le langage du corps avec précision et sans projection, vous avez accès à une information que les mots n'auraient jamais révélée. Aujourd'hui je vais vous donner 5 signaux spécifiques. La neurobiologie derrière chacun d'eux. Comment les lire correctement sans les mal interpréter. Et ce qu'ils vous demandent de faire en réponse. Je suis Dr Chloé Léon, psychologue spécialisée en psychologie relationnelle et comportementale. Bienvenue sur Esprit Stoïque. Restez jusqu'à la fin. Le 3e signal est celui que presque aucun homme ne remarque. Et c'est précisément pour ça qu'il est le plus révélateur. Avant les 5 signaux, ce que vous devez comprendre sur la lecture non verbale. Il y a quelque chose d'essentiel à poser avant d'entrer dans les signaux spécifiques. La lecture du langage non verbal n'est pas une technique de séduction. C'est une compétence de communication. Et comme toute compétence de communication, elle peut être développée ou laissée à l'état brut. La plupart des hommes laissent cette compétence à l'état brut. Non parce qu'ils sont incapables de la développer. Mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment le corps humain communique et pourquoi ces signaux sont produits. Il y a aussi quelque chose d'important sur la façon d'utiliser cette information. Ces signaux ne sont pas des permissions. Ils ne sont pas des feux verts automatiques. Ils sont des informations sur l'état intérieur de quelqu'un à un moment donné. Et cette distinction est fondamentale. Un homme qui lit ces signaux et les utilise pour précipiter les choses va souvent créer l'effet contraire à celui qu'il cherchait. Parce que ce que ces signaux demandent en retour, ce n'est pas de l'action immédiate. C'est de la présence. Du calme. Et une réciprocité calibrée. La philosophie stoïcienne est directement pertinente ici. Marc Aurèle écrivait que la sagesse commence par l'observation juste. Voir les choses telles qu'elles sont, pas telles qu'on voudrait qu'elles soient, pas telles qu'on a peur qu'elles soient. Telles qu'elles sont vraiment. C'est cette observation juste qui est la base de tout ce que nous allons explorer. Signal numéro 1, le regard soutenu et ce qu'il révèle vraiment. Premier signal. Et c'est le plus direct, même quand il semble subtil. La recherche en psychologie sociale sur le contact visuel est riche et cohérente. Elle nous dit que les êtres humains utilisent le contact visuel de façon très spécifique selon leur état intérieur et leur intention. Un contact visuel neutre, dans une interaction ordinaire, dure en moyenne entre 3 et 5 secondes avant d'être rompu. Au-delà de ça, quelque chose a changé. Le cerveau a envoyé un signal différent. Et ce signal révèle soit de l'intérêt, soit de l'inconfort. Quand c'est de l'intérêt, voici ce que vous observez. Son regard ne fuit pas le vôtre. Il se pose et reste. Il y a une qualité de détente dans ce contact visuel, contrairement au regard tendu qui accompagne l'inconfort. Et souvent, il y a un sourire léger qui l'accompagne. Pas un sourire forcé. Un sourire qui arrive naturellement, comme une réponse involontaire à quelque chose qui lui plaît. Il y a aussi un indicateur neurobiologique fascinant que vous pouvez observer si vous êtes attentif. La dilatation des pupilles. Les pupilles se dilatent involontairement en présence de quelque chose ou quelqu'un qui nous attire. Ce réflexe est contrôlé par le système nerveux autonome et ne peut pas être simulé consciemment. C'est une des réponses physiologiques les plus fiables de l'attraction documentée en neurobiologie. Évidemment, l'observation des pupilles nécessite une certaine proximité et une certaine attention.
Mais si vous êtes proche et attentif, c'est une information très précise. Il y a aussi quelque chose dans la direction du regard après le contact visuel. Quand quelqu'un brise un contact visuel chargé d'intérêt, le regard part souvent vers le bas et légèrement de côté plutôt que directement de côté ou vers le haut. Ce pattern est documenté en psychologie comportementale comme associé à la timidité accompagnée d'intérêt, pas au désintérêt. Ce que ça vous demande en réponse. La réponse correcte à ce signal n'est pas d'intensifier le contact visuel jusqu'à l'inconfort. C'est de maintenir un regard détendu et présent en retour. De sourire naturellement si ça vous vient. Et de rester là, dans le moment, sans précipiter quoi que ce soit. Votre calme face à ce signal est lui-même un signal puissant. Il dit « Je suis à l'aise ici. Je ne suis pas perturbé par ce moment. » Et cette aisance est profondément attractive. Signal numéro 2, la proximité physique et ses nuances. Deuxième signal. Et c'est celui que beaucoup d'hommes remarquent mais interprètent souvent incorrectement. La proxémie est le champ de la psychologie sociale qui étudie comment les êtres humains utilisent l'espace physique dans leurs interactions. Et ses découvertes sur la façon dont la proximité physique communique l'intention sont très précises. Nous avons tous des zones de confort physique instinctivement définies. Une zone publique, une zone sociale, une zone personnelle et une zone intime. Et nous régulons consciemment et inconsciemment qui entrent dans chacune de ces zones. Quand une femme permet à quelqu'un d'entrer dans sa zone personnelle sans créer de distance compensatoire, ou quand elle initie elle-même une réduction de la distance, c'est une information significative. Mais voici la nuance que beaucoup d'hommes ratent. Il ne s'agit pas uniquement de la distance en centimètres. Il s'agit de la direction du corps, de l'orientation des épaules, de l'angle des hanches. Le corps humain s'oriente vers ce qui l'intéresse et s'éloigne de ce qui ne l'intéresse pas. Et cette orientation corporelle est souvent plus révélatrice que la distance brute. Si elle est physiquement proche mais que son corps est orienté à 60 degrés de vous, c'est une information différente de si elle est à la même distance mais entièrement tournée vers vous. Il y a aussi quelque chose à observer dans la façon dont elle réagit au contact accidentel. Quand deux personnes se frôlent accidentellement, il y a deux réponses possibles. La personne se retire immédiatement pour restaurer la distance. Ou elle ne se retire pas, voire elle laisse le contact durer légèrement plus longtemps que le nécessaire. Cette deuxième réponse est une information très précise. Elle dit que la proximité est bienvenue. Ce que ça vous demande en réponse. Ne précipitez pas la réduction de la distance de votre côté. Laissez la dynamique se développer naturellement. Si vous êtes suffisamment présent et attentif, vous verrez que la distance se réduit progressivement d'elle-même. Votre rôle n'est pas de forcer la proximité. C'est de ne pas la fuir non plus. De rester disponible à ce qui se rapproche naturellement. Signal numéro 3, les micro-gestes inconscients. Troisième signal. Celui dont je vous avais parlé. Celui que presque aucun homme ne remarque. Et voici pourquoi il est le plus révélateur. Les microgestes sont des comportements physiques produits par le système nerveux de façon largement automatique, en réponse à des états intérieurs que la personne ne contrôle pas toujours consciemment. Ils échappent souvent à l'attention de celui qui les produit. Et précisément parce qu'ils sont involontaires, ils sont extraordinairement fiables comme indicateurs de l'état intérieur. La psychologie comportementale documente plusieurs de ces microgestes associés à l'attraction et au désir de connexion. Le toilettage. Arranger ses cheveux. Lisser ses vêtements. Vérifier son apparence de façon légère et rapide. Ces comportements de toilettage sont déclenchés involontairement par la présence de quelqu'un qui nous attire. Ils reflètent un désir inconscient d'être perçu favorablement. Et ils se produisent sans que la personne réalise nécessairement qu'elle les fait. La synchronisation corporelle. Quand une connexion se développe, les corps commencent à se synchroniser involontairement. Elle adopte une posture similaire à la vôtre. Elle croise les jambes dans votre direction quand elle croise les jambes. Son rythme de respiration se rapproche du vôtre. Cette synchronisation, documentée en psychologie sociale sous le terme de mimétisme comportemental, est l'un des indicateurs les plus fiables d'une connexion émotionnelle naissante. L'exposition des zones vulnérables. La psychologie évolutive documente quelque chose de précis sur ce que nous faisons avec nos zones vulnérables en présence de quelqu'un qui nous attire. Nous les exposons plutôt que de les protéger.
L'inclinaison de la tête qui expose le cou. La paume ouverte plutôt que le poing fermé. Ces signaux, souvent imperceptibles, disent quelque chose de précis au système nerveux de l'autre personne. Le toucher de l'avant-bras ou du poignet. Un contact bref, non planifié, pendant une conversation. Peut-être pour souligner un point. Peut-être juste parce que la main cherche naturellement un point d'ancrage. Ce type de contact initié spontanément est l'un des signaux les plus clairs d'un désir de connexion physique. Ce que ça vous demande en réponse. Ces signaux demandent votre présence attentive. Pas votre réaction immédiate. Ils demandent que vous les remarquiez et que vous leur répondiez avec une réciprocité naturelle, pas forcée. Si elle initie un contact bref, vous pouvez créer un contact similaire au bon moment. Si elle se synchronise avec vous, restez dans votre propre naturel plutôt que de chercher à amplifier la synchronisation artificiellement. La réponse au micro-geste est toujours de la présence calme et de la réciprocité légère. Signal numéro 4, la voix et la respiration. Quatrième signal. Et c'est l'un des plus fascinants d'un point de vue neurobiologique. La voix humaine change en fonction de l'état émotionnel de façon que nous ne contrôlons pas entièrement. La vitesse d'élocution, le registre, le volume, la qualité du souffle, tout ça varie en réponse aux états intérieurs. Des études en psychoacoustique, la science qui étudie comment les sons affectent la perception, montre que les femmes tendent à moduler leur voix de façon très spécifique en présence de quelqu'un qui les attire. La voix devient plus douce. Pas plus faible. Plus douce. Il y a une différence. Une voix faible manque de confiance. Une voix douce choisit une intimité. Le registre descend légèrement. Des études publiées dans le Journal of Evolutionary Psychology ont documenté que les femmes tendent à abaisser légèrement leur registre vocal en présence d'un partenaire potentiel qu'elles apprécient. Ce changement est involontaire et biologiquement documenté. Le rythme d'élocution ralentit. Une conversation rapide qui ralentit progressivement dit quelque chose de précis. Elle ne cherche plus à remplir le temps. Elle habite le moment. La respiration change. Peut-être le signe le plus subtil de tous. Une légère accélération de la respiration en présence de quelqu'un qui nous attire est une réponse physiologique directe du système nerveux autonome. Et inversement, une respiration qui s'approfondit et se ralentit dans un moment de connexion réelle dit que le système nerveux s'est déposé. Il y a aussi quelque chose à observer dans la qualité du rire. Un rire naturellement connecté à quelqu'un est différent d'un rire social de politesse. Il y a une spontanéité, une légèreté dans le premier qui est absente du second. Et si vous êtes attentif à cette différence, c'est une information précieuse. Ce que ça vous demande en réponse. Écoutez vraiment. Pas pour répondre. Pour entendre. Quand vous êtes genuinement présent à quelqu'un, votre écoute se perçoit. Et elle crée les conditions pour que ces signaux vocaux continuent de se manifester plutôt que de disparaître face à un manque d'attention. Signal numéro 5, la vulnérabilité partagée. Cinquième signal. Le plus profond. Et celui dont l'impact est le plus durable. La vulnérabilité, dans le contexte de la connexion humaine, est l'acte de baisser une garde. De permettre à quelqu'un d'accéder à quelque chose qui normalement est protégé. Et cet acte, quand il est genuinement présent, est l'un des signaux les plus puissants d'un désir de connexion réelle. La vulnérabilité physique et la vulnérabilité émotionnelle sont liées. Et elles se manifestent de façon très spécifique. Physiquement, la vulnérabilité ressemble à ça. Elle laisse sa tête se poser légèrement dans votre direction, peut-être pas sur votre épaule, mais inclinée vers vous. Elle permet que vos mains se touchent sans créer de distance compensatoire. Elle reste proche sans chercher une raison de s'éloigner. Ce sont des actes de confiance physique. Ils disent avec le corps: je suis en sécurité ici. Je n'ai pas besoin de me protéger. Émotionnellement, la vulnérabilité ressemble à ça. Elle partage quelque chose de personnel. Pas nécessairement un secret profond. Mais quelque chose qui révèle une partie d'elle qui n'est pas visible à tout le monde. Une incertitude. Une peur. Un souvenir qui compte. La psychologie de l'attachement documente ce phénomène très précisément. La vulnérabilité partagée crée de la proximité émotionnelle d'une façon que très peu d'autres échanges peuvent produire.
Et quand quelqu'un choisit de partager sa vulnérabilité avec vous, c'est un signal très clair. Vous représentez un endroit qui lui semble sûr. Et voici quelque chose que beaucoup d'hommes ne réalisent pas. La vulnérabilité de l'autre n'est pas seulement un signal à lire. C'est une invitation à une réciprocité. Ce que ça vous demande en réponse. Ce signal demande la chose la plus difficile et la plus précieuse que vous puissiez offrir. Votre présence complète. Votre capacité à recevoir ce qui est partagé sans minimiser, sans immédiatement chercher à résoudre, sans en faire quelque chose qui parle de vous. Et si elle partage sa vulnérabilité, vous pouvez répondre avec la vôtre. Pas de façon symétrique et calculée. Mais naturellement, si quelque chose de vrai se présente. Les connexions les plus profondes se créent dans ces moments où deux personnes choisissent d'être réelles l'une avec l'autre. Et ce choix commence presque toujours par quelqu'un qui prend le risque d'être vulnérable en premier. Ce que ces 5 signaux ont en commun. En regardant ces 5 signaux ensemble, quelque chose émerge avec clarté. Tous ces signaux demandent la même réponse de votre part. Pas de l'action précipitée. Pas de l'escalade immédiate. Pas de l'enthousiasme qui révèle que vous attendiez exactement ça. Ils demandent tous la même chose. La présence calme et ancrée d'un homme qui est vraiment là. La philosophie stoïcienne a quelque chose de précis à dire sur ça. Épictète enseignait que la qualité de nos actions vient de la qualité de notre état intérieur. Un homme qui agit depuis un endroit d'anxiété produit des actions chargées d'anxiété. Un homme qui agit depuis un endroit de calme et de présence produit des actions qui reflètent ce calme. Dans le contexte de la lecture des signaux non-verbaux, ça signifie quelque chose de très concret. Si vous lisez ces signaux et que vous vous précipitez, si vous intensifiez le contact visuel à un niveau inconfortable, si vous réduisez la distance trop vite, si vous répondez à la vulnérabilité par l'excitation plutôt que par la présence, vous communiquez quelque chose que ces signaux n'avaient pas demandé. Vous communiquez l'anxiété du résultat. Le besoin que quelque chose se produise. Et cette anxiété est précisément ce qui crée une distance là où les signaux invitaient à la rapprochement. À l'inverse, un homme qui reçoit ces signaux avec un calme naturel, qui y répond avec une réciprocité légère et une présence complète, cet homme dit quelque chose de précis. Je suis stable. Je ne suis pas emporté par ce moment. Et je suis suffisamment confiant pour le laisser se développer à son propre rythme. Et cette stabilité, dans un monde qui précipite tout, est profondément attractive. Les erreurs les plus fréquentes dans la lecture de ces signaux. Je veux nommer les erreurs parce qu'elles sont précisément ce qui transforme une bonne information en mauvaise application. La première erreur est la surinterprétation. Voir un signal isolé et en conclure à un intérêt certain alors que ce signal peut avoir d'autres explications. La femme qui arrange ses cheveux n'est peut-être pas en train de vous signaler de l'attraction. Elle arrange peut-être simplement ses cheveux. Le contexte et la constellation de plusieurs signaux est ce qui donne de la fiabilité à la lecture. La deuxième erreur est la projection. Voir ce qu'on espère voir plutôt que ce qui est vraiment là. Cette erreur est particulièrement coûteuse parce qu'elle vous fait agir sur des informations incorrectes et produit des malentendus qui créent de l'inconfort. La troisième erreur est l'action précipitée. Traitez ces signaux comme des permissions plutôt que comme des informations. Ils ne sont pas des feux verts. Ils sont des indications que la porte n'est pas fermée. La différence est fondamentale. La quatrième erreur est l'absence de lecture des signaux négatifs. Autant il est important de lire les signaux d'ouverture, autant il est crucial de lire les signaux de fermeture. Un corps qui s'éloigne. Des bras croisés. Un regard qui cherche une sortie. Une conversation qui raccourcit. Ces signaux méritent d'être respectés immédiatement et sans réserve. Et ce respect est lui-même une forme d'intelligence sociale qui est toujours perçue. Comment développer cette lecture? Je veux terminer par quelque chose de très pratique sur comment développer cette compétence réellement et non pas comme une technique apprise par cœur. La première chose à développer est la présence attentive. Pas l'attention calculatrice qui cherche des signaux à exploiter. Mais une curiosité genuinement tournée vers l'autre. Qu'est-ce qui se passe pour cette personne en ce moment? Comment est-elle? Qu'est-ce que son corps dit que ces mots ne disent pas encore? Cette curiosité authentique est ce qui développe la sensibilité aux signaux non-verbaux. Pas la mémorisation d'une liste de comportements.
La deuxième chose est la pratique de la présence dans toutes vos interactions quotidiennes. Pas seulement dans les contextes romantiques. Dans chaque conversation. Avec chaque personne. Quand vous êtes genuinement présent à quelqu'un, quand vous écoutez vraiment, quand votre attention est entière dans ce moment, vous développez une sensibilité au langage non verbal qui devient progressivement naturelle. Et la troisième chose est le développement de votre propre calme intérieur. Parce que la qualité de votre lecture des signaux de l'autre est directement liée à votre propre état intérieur. Un homme anxieux qui scanne pour des signaux d'approbation ne peut pas lire ces signaux avec précision parce que son attention est principalement tournée vers lui-même. Un homme ancré et présent peut lire ces signaux parce que son attention est genuinement tournée vers l'autre. Conclusion. 5 signaux. Chacun ancré dans la neurobiologie et la psychologie comportementale. Le regard soutenu est ce qu'il révèle sur l'état intérieur. La proximité physique et l'orientation corporelle comme indicateur d'ouverture. Les micro-gestes inconscients qui sont les plus fiables précisément parce qu'ils sont involontaires. Les changements de voix et de respiration qui reflètent directement le système nerveux autonome. Et la vulnérabilité partagée comme signal le plus profond de tout. Tous demandent la même réponse de votre part. La présence calme et ancrée d'un homme qui est vraiment là. Pas pressé. Pas anxieux du résultat. Simplement présent à ce qui se développe. Et c'est précisément cette qualité de présence qui crée les conditions dans lesquelles ces signaux continuent de se manifester et s'approfondissent. Mon nom est Dr Chloé Léon. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de concret, laissez un commentaire en me disant lequel de ces 5 signaux vous avez le plus souvent mal lu jusqu'ici. Abonnez-vous à Esprit Stoïque et activez la cloche. À très bientôt.